Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Nous nous retrouvons comme chaque année à cette période pour le même plaisir. Le plaisir de célébrer l'excellence, le plaisir de célébrer les lauréats du concours général, édition 2017. En attendant la cérémonie officielle prévue ici même au Centre international de conférence de Dakar, nous vous proposons un plateau spécial avec des acteurs de l'éducation au Sénégal. Et ce soir, nous sommes accueillis par Monsieur John. Monsieur John, il y a de Rufisque. Doyen, vous permettez que je commence par Monsieur John, vu que c'est lui qui accueille ce soir ce plateau spécial dédié à l'éducation, dédié à l'excellence au Sénégal. Monsieur John, merci beaucoup. Merci au Centre international de Diamniadio. Merci de nous accueillir ici. Vraiment, c'est un honneur pour l'Académie de Rufisque d'accueillir d'éminents acteurs du système éducatif sénégalais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste après Monsieur Cher John, il y a de Rufisque, inspecteur d'académie. La parole au doyen Monsieur Faye, Ndiogou Faye, inspecteur général de l'éducation, que nous avons pratiquement tous les ans avec nous sur ce plateau et qui accepte avec générosité de partager son expérience, mais aussi de partager son savoir-faire, son savoir-être. Doyen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la fidélité au concours général et dans l'accompagnement avec le ministère de l'Éducation. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous pour célébrer et rendre hommage à la crème de notre système éducatif. Juste à côté de vous, nous avons le directeur de l'enseignement technique, c'est bien ça? D'accord, merci pour la précision, M. Diouf. Merci d'avoir répondu aussi à l'invitation du groupe Futur Média, mais aussi à l'invitation du ministère de l'Éducation nationale. Merci bien, c'est avec plaisir que je vous rejoins pour célébrer l'excellence. Merci beaucoup. Et pour terminer les salutations, nous allons donner la parole à M. Ba, Omar Ba, directeur de l'enseignement moyen, secondaire et aussi général. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur ce plateau de TFM. Je profite de l'occasion vraiment pour remercier le groupe Futur Média dans tous ses organes, la télé, la RFM, l'Observateur, parce qu'en réalité, il constitue un des partenaires privilégiés du concours général. Depuis bientôt quelques années, nous travaillons avec ce groupe et nous avons eu véritablement beaucoup de satisfaction. Je remercie également ceux qui sont sur le plateau. Je dis aussi bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de TFM et je leur dis bienvenue sur ce plateau de l'excellence. Voilà, le plateau de l'excellence. Merci aussi à vous, merci au ministère de l'Éducation nationale pour la confiance, la fidélité, mais aussi la collaboration par rapport au concours général qui est célébré depuis plus de 50 ans au Sénégal, le concours général qui résiste autant, le concours général, une tradition que Senghor, le président Léopold Sédar Senghor, a toujours voulu glorieuse, n'est-ce pas Ibou Diouf? Depuis 1960, les autorités du système éducatif sénégalais ont tout le temps distingué les meilleurs élèves du système éducatif sénégalais. Et ce, dans toutes les disciplines. Sont concernés les élèves de la première et de la terminale avec un objectif clairement défini. L'objectif du concours est de distinguer et de primer les meilleurs élèves des lycées d'enseignement général et technique, aussi bien du public que du privé. Ce concours permet d'évaluer des candidats issus des classes de première et de terminale sur des épreuves conformes au programme officiel, mais dont le niveau d'exigence et de difficulté dépasse celui des épreuves classiques. Au final, un banquet des meilleurs élèves, un processus qui implique une organisation à l'avance. L'organisation pédagogique du concours général est confiée à l'Office du baccalauréat,
en collaboration avec les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation des disciplines concernées. Ces derniers choisissent les sujets sur la base des propositions faites par des professeurs expérimentés. À chaque édition du concours général, la question de la philosophie revient au premier plan et au ministre de faire part de sa vision. Il y a 3 hypothèses qui sont avancées cette année. Dit peut-être qu'il faut donner pour la philosophie plus de temps avant de choisir les candidats. Parce que c'est une nouvelle matière que les élèves démarrent en terminale. Peut-être c'est après 1 ou 2 devoirs, ou bien même sans, ou la première composition qu'on choisit le candidat. Peut-être qu'il faut leur donner un peu plus de temps pour identifier les candidats qui sont susceptibles d'avoir des prix. Le concours général pour fêter les meilleurs élèves. Une autre initiative aussi pour cultiver l'excellence. Ibou Diouf, merci. Doyen, la culture de l'excellence au pays de la Teranga, le flambeau reste toujours allumé 50 ans après. Oui, parce que ce concours sert à détecter des talents, voir parmi nos élèves quels sont ceux qui ont des prédispositions, essayer de les canaliser, de les accompagner pour aller peut-être vers un avenir plus radieux. Parce que ce concours général, si on se réfère à la France, a permis de découvrir des talents comme Macron, le dernier, Victor Hugo, Charles Péguy, etc., Jean-Pierre Chevènement. Donc c'est des gens qui ont été déjà repérés au niveau du lycée, qui sont des lauréats du concours général et que l'avenir a démontré que finalement ce sont des gens sur qui on pouvait compter. J'ai oublié aussi le président Georges Pompidou. Donc au Sénégal aussi, il y a eu des gens, des élèves qui ont été repérés au concours général et je voudrais citer un seul exemple, c'est Souleymane Bachir Diagne, qui est actuellement une sommité au niveau mondial et qui a été aussi un lauréat du concours général. Des scientifiques, des littéraires, des techniciens, il faut un tout pour faire un pays, mais il faut aussi un tout pour faire un bon concours général. Tout à fait. Et surtout la technique qui est venue presque un peu en dernier, mais qui participe vraiment de façon relativement plus étendue, parce que pour promouvoir une nation, encore une fois, la technique reste fondamentale. La technique qui a beaucoup marqué cette édition 2017, surtout par rapport aux résultats. Oui, tout à fait, parce que nous avons quand même de brillants étudiants sélectionnés à partir de très très bonnes épreuves, des épreuves de très bon niveau, couvrant largement les programmes des classes de première et terminale. Les méthodes utilisées sont les mêmes par rapport aux autres séries, sciences, lettres. Oui. Le procédé est le même? Oui, tout à fait. C'est la même procédure visant à détecter l'excellence. Et que ce soit dans le domaine de la fabrication mécanique, dans le domaine donc du génie mécanique et du domaine du génie électrique, mais aussi dans le domaine des techniques économiques et des techniques comptables. C'est les mêmes procédures. Il faut détecter l'excellence à partir d'épreuves bien élaborées, bien choisies et qui permettent vraiment de montrer que l'élève est dominant par rapport aux autres. Donc il y a de la qualité et de la rigueur. C'est tout à fait excellemment, vous l'avez bien trouvé, c'est de la rigueur, de la qualité, en un mot, de l'excellence. Voilà, merci beaucoup Monsieur Diouf. Monsieur John, le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, aujourd'hui le président Macky Sall. Pour chaque président, le concours général reste un défi, peu importe l'orientation politique, peu importe les défis du moment. Je crois que l'excellence, c'est la vitrine d'un pays. Et il ne pouvait pas en être autrement par rapport à nos chefs d'État qui ont privilégié véritablement le concours général. Et comme l'ont dit et bien dit les professeurs d'université, véritablement, c'est les meilleurs qui sont primés ce jour-là. Et à partir d'un long processus, depuis l'école, pour ne pas dire depuis l'école élémentaire, mais quand même depuis le collège et le lycée. Et c'est les élèves à grand potentiel qui sont suivis
et présenter au concours général. Et c'est cela qui pourrait véritablement continuer les études supérieures et dans les plus grandes universités du monde. Donc cela constitue vraiment la crème du pays et tout président de la République aimerait véritablement s'appuyer sur un tel concours pour renforcer la qualité des ressources humaines de son pays. Monsieur Ba, un moment solennel dans la vie de la nation, un moment solennel pour l'éducation nationale, le concours général. Effectivement, un moment solennel parce que dans toutes les activités du ministère de l'Éducation, c'est le ministre de l'Éducation, c'est les ministres en charge de l'éducation qui mènent ces activités. Le concours général constitue un moment très fort parce que c'est un moment d'arrêt. On évalue et le chef de l'État vient participer au couronnement de ces excellents élèves, ceux qu'on peut nommer, qu'on peut appeler les graines de l'espoir. Et c'est dans toutes les disciplines qui sont enseignées, aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique. C'est un moment très fort parce que toute la nation, commencé par le premier magistrat, le chef de l'État, le gouvernement, le corps diplomatique, l'ensemble de la communauté éducative se réunit autour de ces gens-là. C'est pourquoi c'est un moment solennel. C'est aussi une source d'émulation, certes entre élèves, mais aussi pour cet élève qui est chez lui, qui regarde. Aujourd'hui, c'est devenu véritablement quelque chose de très attrayant. Parce que les premiers prix, non seulement ils ont des lots de livres, mais ils ont aussi des bourses qui sont offertes par des partenaires. Vous verrez, dans 3 jours, il y aura des élèves qui vont bénéficier des bourses pour aller au Canada. Il y aura des élèves qui vont bénéficier des bourses pour aller en France. D'autres élèves vont bénéficier des bourses pour suivre leurs études aussi au niveau du Sénégal. Et souvent, ce sont des enfants qui sont issus de familles tête démunies qui n'ont pas les moyens. Et donc, voir ces enfants-là aller à l'étranger pour suivre leurs études, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez motivant. De toute façon, qui dit concours général, je vais rester peut-être avec vous, dit résultats, dit lauréats, dit distinctions. Cette année, vous en avez 148 et le ministre a parlé d'évolution constante parce que nous sommes passés de 95 distinctions en 2013 à 112 en 2014, 124 en 2015 et pour 2016, 126 et aujourd'hui 148. Ça veut dire que quelque part que la volonté est là. Les établissements sont conscients des résultats du concours général. Et chaque année, c'est le nombre d'élèves qui participent au concours qui augmente. Cette année, nous avions 3032 élèves qui ont participé. Et il y a eu en classe de première, en classe de terminale. L'année dernière, c'était autour de 2500, 2800. Donc, vous voyez, chaque année, le nombre augmente parce que simplement, il y a une prise de conscience au niveau de la participation. Et c'est ça qui fait que le nombre de lauréats est en train de progresser progressivement aussi et d'augmenter progressivement. À cela s'ajoute cette année, nous avons une année particulièrement paisible aussi. Une année sans grève. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements d'humeur. Pratiquement, les gens ont travaillé de bout en bout. Vraiment, c'est un peu ça qui explique un peu... Sûrement un immense plaisir pour vous. Absolument, bien sûr, bien sûr. Voilà, doyen Faye, vous suivez le concours général depuis plusieurs années. Quand vous regardez l'évolution des chiffres, surtout le nombre de distinctions, le nombre de lauréats, vous vous dites, d'accord, je vais continuer à me battre, le jeu en vaut la chandelle, parce qu'ils sont là, ils répondent présent, ils ont envie de gagner, ils ont envie de vaincre. Comme l'a dit tout à l'heure le DMCG, il y a une évolution quantitative et une évolution qualitative. J'en veux pour preuve. Cette année, il y a eu beaucoup plus de prix décernés que l'année dernière. L'année dernière, et les autres années, il y avait surtout beaucoup plus d'accessites. Il y avait des lauréats, mais c'était des accessites. Des accessites, c'est à partir de 12, etc., jusqu'à 14. Mais cette année, il y a des prix qui sont décernés et on a battu le record des prix décernés. Ça veut dire que beaucoup parmi les candidats ont eu 15 et plus.
si bien que c'est la qualité qui s'en est ressentie. Donc il y a une évolution positive dans aussi bien la sélection des candidats que dans les résultats qu'ils ont engrangés. Parce que si on a beaucoup plus de prix que d'accessibles, ça veut dire qu'on est en train d'aller beaucoup plus vers la qualité que vers la quantité. Il y a une autre image que présente le système éducatif. Cette image incarnée par les lauréats du concours général. Merci bien, madame. Je pense que parfois, c'est vrai qu'il faut critiquer le système. Parfois, il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut reconnaître en ce Sénégalais, l'élève, le formateur, le professeur, mais le parent, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est toujours capable de nous retrouver et de ramener les choses au bon niveau, même quand il y a du temps perdu. Et aussi, le gouvernement qui est toujours capable de trouver une solution, une entente, et ce qu'il faut saluer avec les syndicats, qui font aussi des concessions. Je pense que ce qu'il faut surtout saluer, c'est l'excellence, mais aussi c'est la capacité du Sénégalais à se reprendre pour savoir qu'il s'agit de l'enfant de la nation, il s'agit de trouver les excellents, il s'agit de trouver les talents pour un Sénégal qui émerge. Donc l'essentiel, c'est de le vouloir. Il s'agit de le vouloir et d'en avoir la volonté et le sacrifice, et d'avoir présent à l'esprit qu'il y aura toujours des problèmes, mais que nous sommes toujours capables de surmonter ces problèmes en trouvant les consensus pour sauver toujours l'essentiel, le fondamental, qui ne nous échappe pas, quel que soit ce qui se dit et qui parfois est exagéré. Il y a de quoi garder espoir, vu le nombre de distinctions, vu le nombre de lauréats cette année, 148 distinctions contre 126 l'année passée. Je crois que ça, c'est le résultat d'efforts conjugués, d'une volonté commune d'aller de l'avant. Depuis les autorités gouvernementales, avec tout ce que l'État a investi comme moyen pour améliorer le système éducatif sénégalais. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années, mais aussi la volonté quand même des gestionnaires du système à se remettre en question et à adopter une posture pour mieux gérer le système depuis la base. Je crois que, et aussi les partenaires techniques et financiers qui sont là, qui surveillent et qui alertent à chaque fois qu'il y a de légères déviations, mais aussi les partenaires sociaux qui sont là, qui alertent et qui constituent des sentinelles de veille pour que véritablement cette mouvance de progresser soit maintenue. Et il faut le reconnaître quand même, depuis un certain temps, il y a de mieux en mieux dans la gestion du système éducatif. Et les écoles s'organisent mieux. Dans chaque région, on organise des concours régionaux, des concours locaux. Et c'est des moments qui permettent aux élèves de se préparer déjà. Et c'est des moments aussi qui permettent à ces gestionnaires du niveau déconcentré de préparer leurs élèves aux concours nationaux. Donc il y a une concurrence saine. Non, et c'est ça l'intérêt. Je crois que nous assistons présentement à un nivellement vers le haut. Et c'est ça qui va installer définitivement la qualité, et c'est la qualité qui va produire l'excellence. Toutes les régions actuellement ont un concours régional. Et ce sont les meilleurs depuis l'élémentaire, parce que au minimum, ces concours sont organisés pour les élèves du cours moyen, première année, deuxième année, les élèves de CM1 et CM2, les élèves des collèges et les élèves des lycées. Et c'est les meilleurs qui sont détectés, suivis, et jusqu'en classe de terminale, première terminale, ils sont proposés au concours général. C'est ça qui fait que non seulement du point de vue de la quantité, il y a une progression, mais du point de vue de la qualité aussi, véritablement, nous avons des profils
plus adaptés à de tels concours. Donc il y a un encadrement rigoureux. Voilà. Le cadre est là, bien tracé. Et c'est ça qui fait que véritablement, parce que le concours général, c'est l'élite. Le concours général, c'est l'élite. Et c'est l'élite qui construit... C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Et c'est cela qui construit la locomotive pour tirer tous les autres wagons. Et comme il l'a dit le DMG, je crois que ça crée une émulation, non seulement au niveau des élèves, mais même au niveau des parents d'élèves. Parce que chaque parent exprime sa fierté quand son élève est publiquement primé devant le premier magistrat de la nation, le président de la République. Et c'est des enfants qui sont proposés en modèle. Et véritablement, ils constituent la fierté de leur famille, et les autres familles voudraient véritablement s'en inspirer pour que demain aussi qu'ils voient leur progéniture arriver à un tel stade d'excellence. Depuis quelques années, disons ces 5 dernières années, nous retrouvons pratiquement les mêmes écoles sur le podium. Soit c'est Prytanée militaire, c'est Limamoulaye, c'est Mbemba, c'est Yaou Selim, un peu les écoles entre guillemets de Dakar. C'est une remarque, mais je voudrais d'abord aussi attirer l'attention sur un fait. Il y a des élèves qui sont primés en première et en terminale. Ce qui veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un accident de parcours. Si on est primé en première, on revient être primé en terminale, c'est qu'on a des dispositions. Et peut-être ça pourrait expliquer ce que vous dites, que ce sont les mêmes écoles qu'on retrouve. Ça d'une part. Mais d'autre part, ce sont des écoles qui commencent à avoir la culture du concours général, qui ont un système de préparation. Les élèves sont détectés depuis la seconde, encadrés, suivis, et on les prépare à ce concours général. Donc c'est un défi en interne d'abord. C'est ça, un défi à l'interne, une organisation à l'interne, et aussi une motivation envers les élèves en leur inculquant que représente le concours général, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer et qu'est-ce que ça peut aussi rapporter à leur famille, à leurs encadreurs, à leurs professeurs et à leur école. Donc si bien que les élèves sont super motivés, peut-être qu'ils ont aussi d'autres atouts. Ce sont des écoles qui ont une tradition, qui ont des bibliothèques, qui ont accès à Internet, etc. Parce que celui qui est dans un abri provisoire, dans un village où il n'y a pas l'électricité, peut-être qu'il n'a pas les mêmes dispositions et dispositifs pour pouvoir préparer le concours général comme celui qui est ici à Dakar ou bien dans un centre où il a l'informatique à portée de main, aussi bien à l'école que chez lui. Et il a une ouverture d'esprit, une culture familiale qui lui permet peut-être d'avoir des connaissances supérieures à celles du commun des mortels ou des communs des élèves. Donc tout se joue au niveau de l'encadrement en quelque sorte. C'est l'encadrement, mais aussi l'encadrement à partir de prédispositions. Parce qu'il faut quand même que l'enfant soit assez cultivé, qu'il ait un esprit suffisamment ouvert et aussi une structure mentale qui peut appréhender tout ce qu'on lui offre pour pouvoir en sortir la substantifique moelle et transformer l'essai, comme disent les sportifs. Monsieur Ba, vous avez peut-être sûrement fait la même remarque, pratiquement les mêmes écoles chaque année, le peloton de tête. Oui, peut-être avant de revenir à cette question, je voulais juste aller dans le sens de l'inspecteur d'académie de Rufisque pour dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, la meilleure élève du concours général qui parlait à la télé, qui disait ce qui m'a motivé de participer à ce concours-là, c'est qu'un jour j'ai vu ma maman assise en train de regarder la télé et on faisait la distribution des prix. J'ai vu la joie qu'éprouvait ma maman quand elle voyait ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui étaient honorés de livres. Alors quand j'ai vu cette joie de ma mère, je lui ai dit, cette joie-là, je vais la porter à ma mère. Et c'est ça, en 2015, elle a été la meilleure élève du concours. Vous parlez de Abika? Voilà. De la maison d'éducation Maria Mamba. Maison d'éducation Maria Mamba. Donc comme pour dire aussi que nous, les médias, nous avons aussi une responsabilité à jouer. Absolument, parce que ça, c'est sa maman, elle a voulu rendre cette joie-là à sa maman. Et donc, elle l'a obtenue. Et c'est grâce aux médias, et c'est grâce à cette diffusion-là, que l'élève a été motivé et allé à la conquête de ces prix-là.
Pour en revenir maintenant aux établissements, c'est vrai que c'est des établissements, comme l'a dit le doyen de l'IGF, c'est des établissements qui sont connus du concours général, qui sont chevronnés et qui ont des techniques pour accompagner les élèves. Je prends l'exemple du lycée Seydina Limamoulaye, avec le proviseur que je connaissais, Souleymane Diop. Il a installé une culture particulière au niveau de l'établissement qui consistait à détecter les élèves dès la classe de seconde et à mettre des classes pilotes avec des enseignants chevronnés. Et je pense jusqu'à présent, c'est cet encadrement-là qui est sur place. Et c'est tout à fait normal que ces établissements-là se distinguent. Mais attention, cette année, il y a un nouveau client. Ah oui, il y a un nouveau client qui est dans le peloton de tête. C'est une école privée qui est à Saint-Louis, que nous avons découvert cette année, mais on s'est posé des questions. Moi, quand j'ai demandé à l'IA, mais IA, inspecteur, quelle est cette école-là qui est en train d'amener le pion aux établissements publics? Il me dit, mais c'est une école qui a un encadrement extraordinaire. Lycée privé Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. C'est le lycée privé Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Oui, je crois que... Donc attention. Il faut le mettre dans le lot maintenant. Ils vont un peu perturber l'organisation. Peut-être l'année prochaine, il y aura un sacré client qui viendra de Diourbel. De Diourbel? Oui. Espérons. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Ba, du lycée Seydina Limamoulaye. Nous allons à la rencontre de ce lycée pour voir comment ils sont organisés, comment ils font pour s'en sortir et toujours être parmi les 3 premiers. Salif Sow, Asmalik Diop pour ce reportage. Le lycée Seydina Limamoulaye retrouve sa place. La première, perdue depuis 3 ans au concours général. Nous avons eu au total 21 distinctions, dont 4 premiers prix, 5 deuxièmes prix, et le reste c'est des accessites. Nous avons eu un premier prix en mathématiques, avec la meilleure note du concours général, un élève qui est en série S3. Donc ça nous fait un total de 21 distinctions. Bon, environ 300 candidats. Ce résultat est le fruit d'une expérience ajoutée à une détermination sans fin. Les lauréats se sont donnés à fond, les encadreurs pareils. Au prix du succès, les enseignants sont prêts à tout ici. De temps de course. Mais ces calculs, vous les faites où? Vous les faites. Pratiquement l'essentiel des enseignants sont donc des enseignants du lycée. Et là, nous sommes là pour travailler. Je crois que, comme vous l'avez bien constaté ici, il y a des collègues qui sont là pour essayer d'encadrer les gosses. Et le travail là, c'est donc un travail qui continue. Et on le fait jusqu'au mois d'octobre avec la reprise. Et vous allez voir que aussi, à partir du mois, pratiquement donc dans 1 mois, les gosses de la saison S1 vont démarrer donc les cours en pleine vacances. Donc nous sommes là pour donc les encadrer. Et là également, c'est peut-être donc même donc à l'insu même des parents, à lui également même donc du ministère qui devait être donc au courant. Construit en banlieue en 1979 par la coopération espagnole, le lycée Seydina Limamoulaye est présentement dépourvu de tout. 6 000 élèves, 103 classes pédagogiques, la faiblesse des moyens décriée. Vraiment, bon, on a des profs dynamiques, on a des élèves dévoués, mais bon, le matériel de l'enseignement technique fait défaut. Là, on sollicite l'appui technique et financier de l'État. Au niveau des effectifs, qui sont donc pléthoriques, nous avons des élèves, des classes de 81 élèves, 82 élèves, et ça pose problème. Je crois que aussi c'est l'occasion de lancer donc un appel au niveau donc de l'IA, de revoir le quota attribué au niveau donc du lycée Limamoulaye. Je crois que ça pose problème. L'aide vient souvent de l'étranger. La hiérarchie est interpellée. Pourtant, au minimum, depuis l'an 2000, 3 ministres issus du lycée Seydina Limamoulaye figurent au gouvernement successif. Les premières tendances, vraiment, on est agréablement surpris. Oui. Et vraiment, bon, déjà dans la série S1, nous allons très probablement chercher vers les 100%. Et nous avons pour le moment 2 mentions très bien. Les résultats du baccalauréat aussi, le lycée Seydina Limamoulaye vise les 90%.
Merci à Salif Sow et à Asmalik Diop pour ce reportage. Monsieur John, il y a de Rufisque le lycée Seydina Limamou Laye, une école de la banlieue qui s'impose et qui fait tomber toutes les barrières. Malgré les difficultés de l'établissement, il est toujours là, présent au concours général. Je crois que le secret, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est la méthode. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Et le proviseur dont il vient de parler, monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, il a été mon proviseur lorsque j'étais élève au lycée Malick Sy, Souleymane Diop. Donc un homme rigoureux qui marque de son empreinte véritablement là où il passe. Rigoureux, bien organisé et qui a le culte du travail. C'est des atouts qui font la différence. Donc malgré les insuffisances en termes d'infrastructures, en termes de matériel didactique, je crois qu'ils parviennent à surmonter par leur organisation, par leur volonté de réussir. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est un exemple pour les autres lycées du Sénégal. Les difficultés ne doivent pas être un frein. Non, pas du tout. Pas du tout. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Et on a coutume de dire, surtout dans le monde du sport, il faut transformer les situations difficiles en situations favorables. Et je crois que c'est ça qu'ils ont compris. Et malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ils parviennent à s'organiser pour véritablement se hisser au sommet. Maintenant, cela ne doit pas, quand même, cette volonté de vouloir se hisser au sommet ne doit pas quand même amener les gens à négliger une bonne partie des élèves. C'est vrai qu'il faut s'occuper des meilleurs pour construire, pour améliorer le rayonnement de son établissement. Mais l'éducation, c'est notre mission, c'est de faire réussir tous les élèves. De faire réussir tous les élèves, quel que soit leur potentiel. Une éducation de qualité pour tous. Pour tous. Et c'est ça qui est difficile. Entretenir une élite tout en s'occupant du reste de la masse qui est là et qui a besoin aussi d'être épaulée. C'est-à-dire les lauréats ne doivent pas cacher, comme disait Senghor, la sécheresse de la forêt. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est extrêmement important si nous voulons avoir un système éducatif fort, performant. Nous devons véritablement être imaginatifs, faire en sorte qu'il y ait de la qualité dans les enseignements apprentissages pour tout le monde, mais permettre à chacun maintenant, selon son potentiel, selon son niveau, d'exceller et véritablement d'avancer selon son niveau. Et je crois que c'est ça, véritablement, l'esprit du concours général. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit tantôt, vraiment dans toutes les régions, les gens s'organisent, les proviseurs s'organisent, aidés en cela par les inspections d'académie qui leur permet d'avoir le cadre véritablement à leurs élèves de compétir ensemble. Et c'est ça qui permet vraiment à ces gestionnaires au niveau déconcentré de détecter très tôt les jeunes talents et de leur dessiner une trajectoire qui leur permettra de faire éclore toute leur potentialité. Monsieur Diouf, vous venez de voir un de vos anciens élèves, ce qui veut dire qu'il a été à la bonne école, à la bonne source. Merci bien, c'est mon ancien élève, mais puisque vous l'avancez, je suis très fier de lui. Il s'agit de Manda Mbaye, qui a été élève au lycée, professeur au lycée et aujourd'hui proviseur du lycée. Le lycée Limamou Laye, que vous connaissez bien d'ailleurs. Que je connais bien parce que j'ai enseigné de 81 à 89 au lycée Limamou Laye avant de migrer vers l'enseignement supérieur. À l'époque, c'était la même chose pour le concours général, un défi permanent. C'était exactement la même chose. J'allais dire tout à l'heure que c'est une constance. Il y a quelque chose d'extrêmement important chez le corps professoral. Vous savez, dans la banlieue, détrompez-vous, les gens fournissent parfois même plus d'efforts pour relever le niveau compte tenu des circonstances et de l'environnement en termes d'infrastructures, etc. Mais les collègues en sont conscients et en font un véritable défi. Pas seulement pour l'excellence, comme le disait M. John tout à l'heure, mais c'est des classes à
très grands effectifs. Le lycée Limamoulaye, d'un point de vue effectif, est le lycée le plus grand aujourd'hui du Sénégal. Difficile à gérer, mais malgré tout, les collègues, aussi bien l'administration que le corps professoral et des surveillants qui veillent au grain, canalisent les élèves, les repèrent pour faire le meilleur et le mieux possible pour que ces talents émergent, mais que les autres qui suivent dans la vague réussissent. Mais l'environnement est aussi déterminant pour eux. Ils ont envie de réussir. Oui, moi-même je plaiderai pour eux, connaissant ce lycée dans les coins et recoins, parce que j'ai la chance de connaître tous les lycées techniques du Sénégal et j'ai mis le pied un peu partout dans tous les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle parce que je devenais inspecteur général, c'était en 1986, étant très très jeune. Donc j'ai foulé un peu tout le sol enseignement technique et tous les établissements d'enseignement technique. C'est une entente cordiale, parfaite, avec le désir toujours de faire réussir. C'est pas évident avec les bâtiments qui menacent de tomber. Quand vous regardez ce lycée qui fait l'excellence, je dirais que ça les motiverait davantage justement à reconstruire ce lycée. Il y a des efforts, en tout cas j'ai entendu dire, et avec une volonté du ministre de renforcer le budget pour réhabiliter, le conseil interministériel décentralisé qui ont mis l'accent et je reste dans l'attente, pas parce que je suis un ancien enseignant de ce lycée, mais pour le respect qu'on doit à l'enseignement technique. Donc vous êtes pour de meilleures conditions de travail? Je suis pour de meilleures conditions de travail et je puis dire très haut et fort que le lycée Limamoulaye mérite cela. Surtout pour l'enseignement technique, parce que très souvent au Sénégal, l'enseignement technique connaît des difficultés, surtout matérielles. Oui, je suis très porté sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, parce que je reste convaincu que pour changer la donne au Sénégal, il faut une formation professionnelle et technique de qualité dans des structures qui répondent aux normes. Parce que la compétition aujourd'hui, elle est mondiale. Si nous restons sur des éléments obsolètes, sur des infrastructures obsolètes, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Et d'ailleurs, une réforme est engagée dans ce sens. Le baccalauréat technique, tous les programmes ont été, les programmes dans le domaine des séries G sont devenus de nouveaux programmes de techniques économiques et de gestion et les programmes de sciences et techniques industrielles ont encore évolué. Nous avons sur la table aujourd'hui de nouveaux programmes qui répondent aux standards internationaux. Qui dit enseignement technique dit pratique? Tout à fait. Et encore des efforts qu'on demandera encore au gouvernement, jamais assez, parce qu'il faut qu'on réponde aux normes et aux standards internationaux. Donc il faudra encore un peu plus de moyens. Mais la réforme, cette fois-ci, va dans un autre sens pour alléger le prix, ne plus acheter des machines trop professionnelles qui seraient peut-être en entreprise, mais acheter aussi des machines qui permettent d'apprendre les mêmes techniques, mais encore en miniaturisant ce matériel pour que ça coûte encore beaucoup moins cher. Et le lycée Limamoulaye occupe une place importante dans ce système. Le lycée occupe la deuxième place de ce concours général, juste après l'institution Immaculée Conception. Une place très très importante. Parce que s'il faut regarder le classement, il ne faut pas oublier le côté sciences et techniques industrielles. Vous voyez le mathématicien de tout à l'heure, quand on dit S3, c'est l'ancienne série E, c'est l'ancienne série Mathelem, c'est un technicien doublé surtout de sciences. C'est un mathématicien. Peut-être, M. Ba, vous allez apporter une réponse aux préoccupations de M. Diouf par rapport à l'enseignement technique au Sénégal, ce besoin de moyens, ce besoin de matériel pour une éducation de qualité. Oui, le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire de gros efforts à travers la direction des équipements scolaires et aussi à travers la direction des constructions scolaires. Vous pouvez demander à l'ensemble des IA, partout où le ministre de l'Éducation nationale est passé en CRD, c'est des infrastructures qui sont visitées
c'est des infrastructures qui sont inaugurées, c'est des équipements. Et d'ailleurs, ça a été décentralisé, c'est au niveau des inspecteurs d'académie que la gestion des infrastructures, la gestion, l'achat du matériel est réalisée à ce niveau-là. Donc il y a de gros efforts, mais comme on le dit, il y a tellement de priorités qu'il faut y aller pas à pas. Je pense que nous y arriverons, mais il faut rester conscient qu'il n'y a pas que le secteur de l'éducation qui demande, il y a le secteur de la santé qui demande, il y a le secteur... Mais c'est quand même un secteur capital. Évidemment, c'est le capital humain, il faut avoir des gens bien formés. Mais les budgets, il faut y aller tout doucement et je pense qu'au rythme actuel, on y arrivera... On arrivera à l'émergence. Doyen, l'enseignement technique, une voie rapide pour le développement? Parfaitement, parce que le développement suppose le travail. Et pour travailler, il faut avoir la technique et la technicité. Donc je crois que l'enseignement technique est la voie royale vers le développement. Parce que l'enseignement général, c'est bien. Ça donne des dispositions, une ouverture d'esprit. Mais il faut aussi que les gens s'attellent à travailler pour que tous les postes d'emploi, tous les corps de métier puissent être pourvus en main-d'œuvre qualifiée. Parce que développer un pays, ce n'est pas avoir que des ingénieurs. Il faut aussi qu'à la base, au niveau moyen intermédiaire, que chacun puisse occuper sa place et avec compétence. Si bien que je crois que l'enseignement technique doit être aussi une priorité et salée, parce que dans les assises de l'éducation, je crois que le développement de l'enseignement technique fait partie des points sur lesquels le chef de l'État a insisté. Donc je crois que l'enseignement technique est une voie incontournable pour aller vers le développement. Aller vers le développement, mais aussi avoir le maximum de jeunes possible, le maximum de jeunes. Effectivement, donc le maximum. C'est un secteur qui peut beaucoup absorber. Parfaitement, ça peut beaucoup absorber, mais malheureusement, les infrastructures scolaires ne sont pas suffisantes. Donc il faudrait développer au maximum des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle pour que le maximum d'élèves puissent aussi s'orienter vers ce secteur-là. Mais si on s'en tient à quelques lycées éparpillés sur le territoire, je crois que l'offre ne sera pas suffisante pour la demande. Et actuellement, la plupart des jeunes savent que ce qui les intéresse, c'est une formation rapide et une formation pratique pour pouvoir travailler aussitôt. Être opérationnel. Être opérationnel, parfaitement. Monsieur John, vous en avez assez? À Rufisque ou bien pas encore? Mais il faut louer quand même les efforts qui sont faits. Et je crois que du point de vue de la conception, on a une politique qui est cohérente. Parce que l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que d'abord 50% des jeunes qui arrivent en seconde soient dans les filières scientifiques. Et que aussi, à partir du collège, qu'il y ait des passerelles vers la formation professionnelle et technique. Que la formation professionnelle et technique ne soit plus perçue comme ceux qui ont échoué dans l'enseignement général, mais que cela soit une option pour les élèves. Et M. Diouf le disait tout à l'heure, vraiment, moi je suis convaincu que pour développer ce pays, nous aurons besoin d'un secteur de la formation professionnelle et technique très bien développé, articulé à l'enseignement général, parce qu'on a besoin des deux options. Donc il nous faut des hommes et des femmes de terrain. Il ne faut pas que tout le monde soit dans les bureaux. Non, c'est important et je crois que quand vous regardez un peu les investissements qui sont déjà réalisés et ceux prévus dans les années à venir, avec la construction un peu partout des lycées de formation professionnelle, l'émergence des centres de formation professionnelle, vous conviendrez avec moi que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce pays. Et tout cela à partir d'une réforme de ce secteur bien pensé, bien conçu et en relation avec le monde du travail. Parce que tout cela est conçu depuis les curricula avec le monde du travail, les entreprises, pour que véritablement ceux qui sortent de la formation professionnelle
puissent être absorbés. Ce sera aussi un moyen pour lutter contre le chômage. Justement, c'est un moyen extrêmement sûr de lutter contre le chômage. Parce qu'un jeune qui n'a aucune qualification professionnelle, il est pratiquement impossible de lui trouver un emploi. Mais quand nous réglons le problème de la formation, et de la formation adaptée aux besoins exprimés par nos entreprises, par le tissu économique, je crois qu'en ce moment, on pourra véritablement trouver du travail à nos jeunes, parce qu'ils auront acquis la technicité, comme le disait tout à l'heure le doyen, et ils auront leur diplôme, ils auront leur parchemin, et c'est ça qui leur permettra véritablement de s'insérer harmonieusement dans le Il faut une adéquation. Il faut une adéquation, formation, et besoin d'emploi. Et je crois que la meilleure manière, c'est d'impliquer en amont dans tout ce qui se fait, vraiment les entreprises, le monde économique, le monde professionnel, pour que cela ait leur mot à dire dans les contenus de formation, pour ne pas dire dans les curricula. Parce qu'il y va même de l'encadrement de ces jeunes, comment on va assurer la formation continue de tous ces formateurs pour qu'ils ne soient pas en retrait de l'avancée technologique, parce que le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'il ne soit pas, comment penser à mettre en place aussi tout l'arsenal physique qui permettrait aux jeunes d'avoir dans les structures de formation vraiment des cadres qui leur permettraient de ne pas être dépaysés une fois qu'ils seront dans les entreprises. D'accord. Doyen Faye, aujourd'hui on parle de la promotion des sciences, aujourd'hui c'est la promotion un peu de la technique. Vous n'avez pas un peu peur pour les lettres? Quand vous jetez un coup d'œil sur les résultats du concours général de cette année, moi j'étais un peu, je dirais pas déçue, mais il y avait beaucoup de surprises parce que presque pour tous les prix, vous voyez S. S1, S, et quelques rares séries L, c'est pas inquiétant? Si, il y a une petite inquiétude, mais qui peut s'expliquer. Parce que d'abord, les séries S, ce sont des séries qui sont habituées à travailler. Généralement, ce sont les meilleurs élèves qui sont en série S. Et être en série S ne peut pas dire n'être bon qu'en mathématiques. Parce qu'un élève de série S est bon en lettres. Parce que pour pouvoir faire des mathématiques, il faut comprendre l'énoncé, il faut pouvoir raisonner dans la langue. Alors que quelquefois dans les séries littéraires, il y a des gens qui n'ont pas de profil défini. Et on les met là-bas parce qu'on ne sait pas où les mettre. Ils ne sont pas bons en mathématiques, ils ne sont pas bons en sciences expérimentales, il ne reste que les lettres. Ils sont en série littéraire, mais ce ne sont pas des littéraires. Et on a le problème du français. Quelquefois, c'est la maîtrise de l'outil linguistique qui explique qu'il y ait beaucoup d'échecs, surtout dans ces séries-là. Parce que pour philosopher, pour disserter, il faut un bon niveau de langue. Un bon niveau de langue. Et si on ne l'a pas vraiment, je crois qu'on va tout droit vers la catastrophe. Il faut peut-être revoir un peu le système d'enseignement des lettres et montrer que les lettres, ce n'est pas uniquement un dépotoir ou bien là où on peut... Si peut-être là-bas aussi faire une sélection. Une sélection, mais bon, comme c'est l'éducation pour tous, il faut aussi dire qu'on ne peut pas faire la sélection à outrance parce qu'il y aurait des laissés pour compte et ce ne serait pas démocratique, entre guillemets. M. Diouf, comment trouver le juste milieu, l'équilibre entre les différentes séries? Je sais, vous êtes... On représente une infime partie, mais il y a des efforts qui se font. Encore une fois, l'effort réel est que beaucoup de parents, beaucoup d'élèves ont compris que l'enseignement technique, c'est d'abord un choix et une volonté, ce qui est à saluer. Des méthodes aussi révolutionnaires. En partant de certaines méthodes, je parlerai que de l'approche par compétence, où aujourd'hui, on ne peut plus s'enfermer pour écrire un programme. On convoque le monde du travail
qui exprime ses besoins en compétences, et on part de là pour écrire le programme, son référentiel de compétences, son référentiel de formation, son référentiel de certification. Certainement, les médias ne font pas souvent de communication à ce sujet. Aujourd'hui, vous retrouvez des présidents de jury qui vous viennent du milieu professionnel et qui participent à tous les niveaux de l'élaboration des programmes, mais aussi même à l'évaluation. Et avec cette approche par compétence, vous vous rendez compte aujourd'hui que les taux d'insertion vont parfois jusqu'à 100%. Et cela devrait se faire à tous les niveaux de la pyramide. Et souvent, je disais qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Vous prenez quelqu'un qui sort des centres sectoriels, qui est entré avec son BFM, qui n'a fait que 3 ans, et qui ressort aujourd'hui avec un salaire de 700 000. Donc l'enseignement technique plus de 2 peut fois rapporter ce gros. qu'aurait gagné le professeur qui sort de la FASTEF ou de l'ENSET. Je vous dis bien, quelqu'un qui a fait 3 ans avec le BFM. Et pourtant, il n'y a pas suffisamment de communication sur ces centres sectoriels. Il n'y a pas suffisamment de communication autour de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous allez à Kédougou, certains au BTS sont embauchés même avant de finir leur formation. Vous avez aussi le développement de ces BTS dans beaucoup de lycées. On a plus d'une trentaine de BTS aujourd'hui, et dont 17 programmes écrits. Ça veut dire que la demande est là. La demande est effectivement là. C'est les moyens pour former, et c'est aussi le manque de communication. Et le privé aussi, qui ne s'investit pas en disant que ça coûte cher. Un mot que je n'aime pas entendre. C'est la formation technique ne coûte pas cher, la formation technique et professionnelle, encore une fois, ne coûte pas cher. C'est l'incompétence qui coûte cher. Et ces incompétents, c'est ceux qui viennent mettre le feu partout parce qu'ils ne trouvent pas un emploi. Donc, ce n'est pas l'enseignement technique et la formation professionnelle qui coûte cher, c'est l'incompétence qui coûte cher. Et pour pallier à ces élèves qui, finalement, parce qu'ils ne savent rien faire de leur main, finalement, ça donne à des activités qu'on n'aurait pas souhaité voir, à la drogue, etc. Et dès qu'il y a un petit mouvement, ils s'emportent, ils s'emballent, etc. Mais s'ils étaient compétents, même si l'entreprise ne les embauche pas, avec l'auto-emploi, on est capable de former vraiment des entrepreneurs, des gens qui créent leur PME, leur PMI, et c'est ce qui fera décoller ce Sénégal. Peut-être M. Ba, avec le PSE? Quand le chef de l'État, à l'issue des assises de l'éducation et du sommet qu'ils ont tenu, il donnait ses directives, la directive numéro 1, réorienter le système vers l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la technologie, des TICE. C'est pas pour créer une opposition entre d'un côté les sciences et les techniques et de l'autre les lettres. C'est une complémentarité disciplinaire. Parce que, comme l'a dit le doyen, on ne peut pas être un bon mathématicien sans pouvoir manier convenablement la langue française. Et c'est le tout. La maîtrise de cet ensemble de disciplines, enseignement général comme enseignement technique, qui permet à l'élève d'avoir les compétences requises pour être dans le monde du travail, pour être actif. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai, il nous faut encore pousser la réflexion dans le cadre de la réforme des curricula. Qu'est-ce qu'il faudrait donner comme enseignement littéraire à un élève de série S1? Et qu'est-ce qu'il faut donner en mathématiques et sciences à un élève de série L2 ou L'1? Identifier le besoin. Voilà. Et à partir de ce niveau-là, on réforme les curricula et ça permettrait à tout le monde d'arriver à ce que nous souhaitons. C'est la réussite pour tous. Mais on ne peut pas prendre un programme de lettres de la série L2 où c'est dominant et vouloir donner ça à des élèves de S, c'est surchargé. Ou bien un programme de S en mathématiques, peut-être l'alléger légèrement de quelques chapitres et vouloir le donner à des élèves de L2. Quelque part, je trouve qu'il nous faut encore approfondir
au niveau de ces curricula-là et vraiment faire le dosage nécessaire pour chaque élève, qu'on trouve ce qu'il faut lui donner pour lui permettre de réussir convenablement dans ses études. Donc une éducation de qualité bien réfléchie. Absolument. Avec des domaines bien identifiés. Absolument. Et ça, je pense que avec les commissions nationales, l'inspection générale de l'éducation et de la formation, le projet d'amélioration et de la réforme des curricula, je crois que c'est un chantier qui va commencer et qui est en cours. Et je pense peut-être d'ici 2018-2019, nous aurons les premiers résultats qui permettront de trouver véritablement les curricula bons pour chaque. Et quelle sera la part du PSE, vu que c'est le thème de cette année, la qualité de l'éducation, facteur de succès du PSE? Oui. Le plan Sénégal émergent, bien sûr. Quand on dit, vous savez, la qualité, elle est multidimensionnelle. La qualité, il faut la prendre dans toutes les dimensions. La qualité de la formation des enseignants, la qualité des curricula, la qualité dans les infrastructures, la qualité dans les équipements, la qualité dans les infrastructures et la qualité... Mais surtout les ressources humaines. Oui, quand on dit tout cela, c'est pour vraiment former l'individu. C'est un peu ce que disait tout de suite l'IA, le capital humain. Il nous faut cette qualité générale, pris secteur par secteur, pour avoir véritablement cette émergence du pays. Il nous faut avoir un à un chaque secteur ou chaque élément, comment dirais-je, les atouts qui permettent à chacun de se retrouver et de se dire là je peux y aller. Donc comme je disais tout de suite, chaque élément, on doit pouvoir identifier les éléments de qualité et les mettre à disposition. Et c'est ça qui permettra de former l'individu, l'homo sénégalensis, et c'est cet homo sénégalensis qui va permettre l'émergence. L'émergence dans le secteur de l'éducation. Monsieur John, aujourd'hui c'est vrai, les lauréats sont là, mais à côté il y a aussi l'autre visage du système éducatif sénégalais. On a vu ce qui s'est passé avec les examens, on a vu ce qui s'est passé au baccalauréat, BFM, des cas de fuite qui ont été notés. Difficile de parler de l'éducation sans en parler aujourd'hui. Comment faire pour assurer, entre guillemets, cette remontada, qu'on ait un système éducatif solide avec des hommes forts, mais aussi des enfants qui ont envie de suer et qui n'ont pas envie de prendre les raccourcis. Des enfants comme que tous les enfants soient des lauréats du concours général. La question que vous venez de poser, tout Sénégalais devrait se la poser cette question-là. Parce qu'on a le droit d'être inquiet avec ce que nous voyons présentement dans notre pays. Les gens sont inquiets parce que c'est l'agressivité débordante, ça c'est la brutalité, quelquefois c'est l'insolence dans les propos, c'est des comportements qui laissent à désirer. En un mot, c'est une société qui ne rassure pas. Il y a aussi la recherche de la facilité, les raccourcis. Tout ça, c'est des tares de notre société, de la société dans laquelle nous vivons. Et le système éducatif ne peut pas échapper à cela. Parce que notre système éducatif ne vient pas du ciel. Il est un élément de notre société. C'est pourquoi nous, en tant qu'enseignants, nous avons une lourde responsabilité. Parce que nous sommes des agents de l'État du Sénégal, mais des agents spécifiques avec des responsabilités spécifiques. Parce que c'est à nous qu'on a confié la responsabilité de bâtir le Sénégalais citoyen modèle capable de participer au développement de son pays. Mais malheureusement, ce à quoi nous assistons présentement, c'est que on a l'impression que notre jeunesse n'a plus de repères. On a l'impression qu'il nous manque des modèles. Les modèles d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'ils ne les connaissent pas? Non, mais regardez autour de vous ce qui se passe. Les transferts sont aussitôt faits.
Mais regardez le doyen Diaham, c'est vrai que c'est une solution, c'est une situation qui est pendante devant la justice. Mais voilà un honnête citoyen qui est matraqué de toutes parts. Alors que quand on l'approche, on sait que celui-là est d'une probité morale sans faille. Mais regarde comme il a été matraqué. Et il a géré le système pendant plusieurs années sans faille. Mais les gens sont peur. C'est pourquoi, véritablement, nous devons prendre notre courage à deux mains et revenir aux vertus qui ont fait ce pays. Parce que, quoi qu'on dise, le système éducatif sénégalais a produit de grands hommes, reconnus mondialement. Et ceux qui ont fait ce système sont toujours là. C'est vrai qu'on en a perdu certains, du lustre même, mais l'essentiel est encore là. Et l'héritage, on se l'est approprié. La source est encore pleine. Non, elle est pleine. Ce qui nous manque, c'est véritablement la volonté de continuer sur des bases saines. La volonté de se dire la vérité, la volonté de punir et sévèrement ceux qui sont en marche, afin de leur donner une chance de revenir véritablement à de meilleurs sentiments. Doyen Faye, la société est interpellée. Il y a de la qualité, certes, les lauréats sont là, mais derrière ces lauréats, ça fait peur. Ça fait peur parce que l'école n'est pas un îlot fermé. L'école est dans la société. Et c'est la société qui est malade. Parce que ce sont des antivaleurs que l'on voit quand quelqu'un sort son pistolet et abat quelqu'un dans une station parce qu'on a éraflé sa voiture. Quand un père de famille dépense 250 000 francs pour acheter une preuve parce que son fils doit aller en préinscription. Quand on érige des gens qui ont vendu de la drogue, qui ont fait quelques mois de prison, qui se pavanent maintenant devant les caméras et les télévisions. Quand on voit des gens qui gagnent des millions sur des bases qui ne sont pas honnêtes. C'est la promotion des contre-valeurs. C'est la promotion des contre-valeurs. Et les enfants, ils regardent. Et je crois que ce n'est pas seulement l'école qui doit éduquer, mais c'est la société, c'est la famille. Tant que l'éducation ne sera pas partagée, que les bonnes valeurs soient partagées et mutualisées, je crois qu'on ira toujours vers ces anti-valeurs et on aura toujours des surprises désagréables. Et la société va aller de mal en pis. Donc je crois que c'est surtout au niveau de la société qu'il va falloir agir et réagir pour que le Sénégal retrouve ses valeurs, qu'il y a des hommes et des femmes de valeur dans ces pays-là qui passent inaperçus. Parce que les héros, ce ne sont pas seulement des gens qui ont gagné des batailles, qui ont tué des milliers de personnes, mais ce sont des gens qui, au quotidien, sont en train de travailler dans l'anonymat pour que le pays émerge, pour que la société émerge, pour que le Sénégal aille de l'avant. Mais ce ne sont pas des gens qui sont chantés et qui n'en ont pas besoin d'ailleurs. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est que tout modèle puisse être montré à la jeunesse et que les anti-modèles soient vraiment mis de côté. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la possibilité d'apparaître, quels que soient ces tares, qu'on doit les montrer en exergue à la société et aux enfants. Les enfants ont besoin d'autres modèles. Et ces modèles existent au Sénégal, il faut aller les chercher. Et ils ne sont pas très loin. Donc je crois que c'est... Monsieur Diouf, montrer des modèles, ce qui est quelque part du rôle des médias, nous, les médias. Il suffit d'un incident qu'on mette beaucoup plus de temps à montrer et parfois à indexer et avec des justificatifs erronés. Par exemple, le cas de M. Diaham, Lia vient de le dire, moi qui l'ai pratiqué, je sais que c'est un homme intègre. Donc, le problème, c'est vrai, je ne cherche pas à dédouaner quelqu'un, ça m'étonnerait que cela vienne de lui pour l'avoir pratiqué. Mais même au-delà, c'est le comportement de ces enfants-là, c'est le comportement de ces parents-là qui, quelque part, fait peur. Et aussi, il ne faut pas croire que ce qui se passe seulement au Sénégal. C'est mondial. Des fuites, il y en a eu en France. Mais
ce ne sont pas les médias qui vont passer tout leur temps à dire qu'il y a eu des fuites, au point de dévaloriser par le verbe quelque chose qui n'est pas effectivement dévalorisé. Parce que quand on connaît le processus de mise en place d'un examen, depuis le choix du professeur même qui va proposer les sujets, le filtre qui se fait par une commission, jusqu'au choix de l'inspecteur général qui, en réalité même, le sujet au départ peut ne plus être le même. Moi, je pense qu'il y a un processus assez sérieux de choix de sujet d'examen. Mais aussi, il faut préciser que tout processus peut connaître des failles. C'est ce que j'allais dire, que nul n'est parfait. Certainement, on peut avoir un directeur d'éthique et peut-être parfois, pour quelques failles, se retrouver avec ses agents qui peut-être auraient dû prêter serment, je dis, qui font défaut. Et justement, le malheur aussi est que quand il y a ce défaut, dans notre pays, ce que je constate, on en parle plus et beaucoup plus que de parler de ce qui est valeureux. C'est ça. Et aussi, ces médias occupent les gens à beaucoup plus de divertissement qu'à de l'éducation. Quand on regarde le pourcentage, où vraiment, en temps qui est consacré à l'éducation dans nos médias, cela me pose problème alors que les médias ont un rôle à jouer. Quand on voit le temps que le parent consacre à éduquer son fils, le parent qui arrive parfois tard, qui ne se soucie même pas parfois de son enfant, il y a des problèmes. Donc toute la société est responsable, c'est toute une chaîne. Je voudrais qu'on comprenne que l'éducation et la formation est l'affaire de tous. C'est à l'école, c'est dans la rue, c'est à la maison. Oui, aussi bien à l'école qu'à la maison. Et voilà, vous voyez tout de suite un parent qui n'est même pas prêt à payer une calculatrice simple de 5 000 francs et qui paiera un portable de 300 000, 400 000 à son enfant. Même l'enfant mal habillé, vous le voyez traîner avec un portable de 100 000 francs. Donc à nous d'accompagner ces enfants-là et de les mettre sur le bon chemin. C'est l'affaire de tous, l'éducation. Le parent a un rôle extrêmement important à y jouer. Les médias ont un rôle très important et aussi le formateur qui ne devrait pas s'arrêter à enseigner la discipline mais aussi cultiver le sens de la responsabilité de l'élève et promouvoir les valeurs les plus importantes pour que demain qu'on sache qu'on est en train de former l'enfant qui va assurer la promotion d'une nation demain. Donc une chaîne, des maillons aussi importants les uns que les autres. Aussi important. Merci beaucoup, M. Diouf. Maintenant, nous allons voir un exemple de réussite, un modèle d'éducation. Bonjour à tous, je suis l'enfant de Tropiane Obanza Sami Davis, en classe de première LA au Polytechnique militaire de Saint-Louis. J'ai 16 ans, bon, je prends 17 ans en septembre 2000. Je suis né à Libreville, au Gabon. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Jean-Bosco de Libreville. Durant l'année scolaire 2009-2010, j'ai fait le concours d'entrée au Polytechnique militaire du Gabon. En tenant compte de ma moyenne et de mon rang, on a décidé de m'envoyer au Sénégal. Donc je suis venu ici en 2010, j'ai fait l'année scolaire 2010-2011 en classe de 6e ici au Polytechnique. J'ai été primé en histoire, en géographie et en espagnol d'abord. Bon, la préparation au niveau de pour le concours général, la préparation elle était très difficile quand même. Elle était très difficile parce que déjà je faisais 6 matières, j'ai fait 6 matières au CG. Déjà la préparation pour une matière elle est difficile. Maintenant pour 6 matières donc c'est 6 fois plus de travail. Donc la préparation était vraiment difficile. Mais bon, grâce à une bonne programmation et au conseil quand même que me donnaient mes professeurs et mes anciens qui avaient été primés déjà, donc j'ai pu m'en sortir. Maintenant pour la préparation en histoire, en géographie, bon, le CG d'abord c'est quelque chose que j'avais dans ma tête depuis la classe de 3e déjà. Depuis la classe de 3e, je m'étais dit qu'il fallait que je travaille beaucoup pour pouvoir décrocher quelque chose au CG. Donc cette année, j'ai tout simplement eu à faire des efforts et à m'impliquer, à suivre les conseils de mes professeurs, à m'accrocher à eux quoi, en quelque sorte, pour qu'ils me donnent tout ce qu'ils pouvaient, tous les documents
documents, tous les sites sur lesquels je pouvais aller pour pouvoir me perfectionner dans les matières en question. Donc la préparation, elle était difficile, mais vraiment avec le soutien de tout le monde et avec beaucoup de volonté quand même, je dois avouer. Quand on me félicitait pour, bon, je reviens un peu sur, quand on me félicitait pour avoir été proclamé meilleur élève sénégalais, je disais à mes camarades que ce n'était pas moi qui était proclamé meilleur sénégalais, mais c'était l'école tout entière qui était proclamée meilleur élève. Voilà, le meilleur élève du Sénégal, concours général édition 2017. Monsieur Ba, Yann, le symbole de l'intégration africaine. Oui, San Davis Umbanza du Britannique militaire. Apparemment, il n'est pas de nationalité sénégalaise. Il est africain. Je pense qu'il est gabonais. Oui. Et le Britannique militaire porte le nom d'un Gabonais, Charles Thioréré. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi une école sénégalaise installée au Sénégal qui porte le nom d'un Gabonais, pourquoi un enfant gabonais ne serait pas meilleur au concours national sénégalais? C'est un symbole d'intégration. C'est un symbole d'intégration africaine. Et je trouve que c'est extrêmement beau et extrêmement élégant. Élégant pour le Sénégal, pour avoir quand même identifié cet enfant-là comme étant le meilleur du système éducatif sénégalais, mais d'origine étrangère. Et dans son pays, il était le meilleur des meilleurs. Il a été choisi parmi les meilleurs. Donc le Sénégal a confirmé ce que le Gabon avait dit. Monsieur John, Yann, un élève très très exigeant avec lui-même. Parce qu'il dit, j'avais 6 matières à travailler, je savais qu'il fallait travailler 6 fois plus. Pour dire que aux gens bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il a 16 ans. C'est extrêmement important. Et je crois que c'est ça qui donne l'espoir. On a dans ce pays, en Afrique, véritablement des jeunes extrêmement valeureux qui n'ont besoin que d'être encadrés, mis dans des conditions pour exceller et rivaliser avec les meilleurs au monde. Et le fait qu'un étranger soit primé au Sénégal comme étant le meilleur élève montre à suffisance aussi que véritablement c'est le pays de la teranga. C'est le pays de la stabilité. Et cela, c'est ça notre richesse. Et nous devons tout faire pour entretenir cela, permettre à ceux qui habitent ce pays d'y vivre à l'aise et que ceux qui voudraient venir au Sénégal s'y installer soient bien accueillis et qu'on leur permette de s'intégrer. Et c'est ça qui permettra d'apporter à ce pays la plus-value. Parce que ce jeune Gabonais très doué, confronté à nos Sénégalais, ça va créer une émulation saine. C'est une compétition saine. Ça devient une compétition sous-régionale. Tout à fait, et c'est extrêmement important. Et je crois que ça ne surprend pas que ça vienne du Britannique militaire, parce qu'il y a plusieurs nationalités qui cohabitent, et véritablement c'est ça la société sénégalaise. C'est pourquoi nous devons tout faire pour restaurer ces valeurs cardinales sur lesquelles on doit s'adosser pour bâtir notre pays. L'éducation au début et à la fin de tout. Doyen, Yann, un Gabonais, une fierté sénégalaise. Une fierté sénégalaise, les enseignements que j'en tire, c'est que on n'a rien sans peine et que la réussite est toujours au bout de l'effort. Et aussi que, comme il a dit, il y a des connaissances qu'il avait déjà dès la classe de 3e. Que le concours général, ce n'est pas attendre la première ou la terminale pour essayer de passer des nuits blanches. Le concours général, c'est un problème de culture générale. Et la culture, ça commence dès le bas âge. Ensuite, c'est un problème collectif parce qu'il a dit que ses camarades l'ont aidé. Je sais aussi qu'au Britannique militaire, l'année dernière, ils avaient reculé et ils ont fait ce qu'on appelle les états généraux du concours général au niveau du Britannique militaire. Ça veut dire que toute l'équipe, toute l'administration, tous les élèves se sont réunis pour dire qu'il faut qu'on revienne au niveau qui ils ont accepté, analysé leur échec. Ils ont pris la résolution et ils ont pris toutes les mesures pour
mettre les élèves dans de bonnes conditions pour réussir. Donc je crois que c'est une réussite individuelle et une réussite collective. Donc je félicite aussi bien l'élève que l'établissement. Monsieur Diouf, Yann, le visage de l'excellence au Sénégal. C'est ça le Sénégal aussi. Et aucune discrimination, vous venez, on vous met dans le système. Et ce qu'il faut saluer chez l'élève, vous avez signalé d'autres éléments, c'est son autonomie, c'est savoir travailler, savoir où aller chercher l'information et avoir la volonté de devenir. J'ose espérer que des talents du genre, le Gabon pourra l'exploiter et le mettre dans des conditions meilleures. Parce que ce n'est pas du nouveau. Un Nigérian a fait la même chose en France il y a seulement 2 ans, un Nigérian. Et il y a de cela 2 années avant, il y avait encore un Africain, je crois un Tunisien, qui avait fait la même chose en France. Ce qui veut dire qu'il faut détecter les talents, mais aussi cultiver l'autonomie de l'élève. Il est là très loin de ses parents. Vous voyez que ce ne sont plus les parents. Il a l'autonomie, il a le sens de la réflexion, il a le sens de l'organisation pour savoir aller chercher la bonne information et il a de l'autonomie pour apprendre. Ça veut dire aussi que son éducation de base a été très bien assurée. Très bien assurée, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'éducation. C'est extrêmement important et tout le monde a un rôle à jouer en cela. Et surtout, encore une fois, les parents qui doivent encadrer, canaliser, sans forcer en canalisant et cultiver l'autonomie de l'élève et sa volonté d'aller chercher l'information et la science. Donc disons très bon courage à Yann, une fierté, une autre fierté bien sénégalaise que nous allons découvrir sur ce plateau consacré au concours général, plateau spécial. Une autre fierté, Aminata Sow Fall, elle s'appelle. Elle fait la fierté de tout un pays. Elle est la marraine de cette édition 2017. Nous allons la découvrir, ses sentiments, mais aussi elle a un message fort pour sa chère jeunesse, la jeunesse de son pays, la jeunesse de son continent. C'est un honneur immense qui m'est rendu comme ça par le choix de M. le Président de la République. L'adhésion de la nation sénégalaise qui me l'exprime toujours et chaque fois que je reçois comme ça des marques de reconnaissance du public lambda, de ceux qui ont lu et qui n'ont pas lu parce que je sais qu'ils ne savent pas lire, des personnes qui n'ont pas appris à lire et qui me reconnaît quelque part comme partie intégrante des valeurs qu'elle véhicule, dont elle rêve, ces personnes-là. Alors je dois vous dire que je remercie et j'exprime toute ma gratitude au Sénégal, à M. le Président de la République et à la nation sénégalaise, parce que je sens toujours, et j'en suis toujours très ému, l'amour que ce peuple me témoigne. Je vous dis, chère jeunesse, que la récompense est au bout de l'effort et que la seule malédiction, c'est le goût de la facilité. C'est le fait de ne pas travailler dur parce que tout s'acquiert par l'effort. Quand je vois des personnes ici en Afrique et peut-être ailleurs dire que rien n'est possible, je dis non, non, ce n'est pas juste. Tout est possible parce que quand on a la foi en ses capacités, quand on a aussi la certitude que rien ne s'acquiert dans la facilité, et dans le laisser aller, alors et qu'on commet les efforts et qu'on se dit je ne veux pas échouer, je ne dois pas échouer, et alors je pense qu'on arrive toujours, parce que nous sommes
nous sommes, même sur le plan religieux, de toutes les religions, quand nous remontons l'histoire de notre existence, tous les livres sacrés nous disent nous sommes venus sur terre pour être gracieux presque, pour être récompensés par nos efforts de péché originel que nous aurions commis. Alors nous savons que c'est par le travail que nous devons racheter nos erreurs. C'est par le travail que nous devons atteindre nos espérances et ce qui nous revalorise de jour en jour et qui nous permettent aussi de réaliser nos rêves. On ne peut réaliser dignement ses rêves que par ses propres efforts. On ne peut réaliser dignement ses rêves que par ses propres efforts. Aminata Sow Fall, symbole de la persévérance, Monsieur Ba, son dernier roman, L'Empire du mensonge, malgré l'âge, elle est là, elle produit, elle se bat pour la société, elle se bat pour son peuple, elle se bat pour la nation sénégalaise, pour la nation tout court. Oui, je crois que c'est un bon choix que le chef de l'État a fait en désignant Aminata Sow Fall marraine de cette promotion, j'allais dire. Parce qu'il s'agit d'une promotion du concours général. Ces 148 lauréats de 2017 devront s'inspirer de cette dame, j'allais dire cette dame de fer, qui est encore là malgré son âge. Elle nous a reçus chez elle, toute enthousiaste, disant qu'elle a été très honorée par le chef de l'État qui l'a désignée comme marraine de cette édition. C'est une femme, c'est un modèle et je crois que cette jeunesse, au-delà de ces 148 distinctions, au-delà de ces 137 lauréats, la génération, les jeunes générations devraient s'inspirer de cette femme-là. Parce que quand même elle constitue un modèle, quelqu'un qui regarde la société, qui s'inspire de la société et qui écrit pour véritablement apporter des solutions à cette société. Je pense à son livre intitulé La grève débattue. On en discutait l'autre jour et me disait que j'ai eu l'inspiration au niveau d'un feu rouge. J'ai vu des riches qui donnaient de l'aumône à de pauvres types. Et je me suis dit, et si ces gens refusaient, qu'est-ce qui allait se passer? Celui à qui on donne l'aumône, s'il refusait, qu'est-ce qui allait se passer? Et l'inspiration m'est venue comme ça pour écrire La grève débattue. Donc, ce qui veut dire qu'elle prête attention à son environnement. Absolument. Elle regarde son environnement, elle voit les difficultés et à travers ses écrits, elle apporte des solutions. Monsieur John, Aminata Sow Fall, une plume, une brillante plume sur la tribune de l'excellence. Elle symbolise même elle-même l'excellence. Et à travers elle, je crois que le chef de l'État a voulu honorer toutes ces grandes dames qui ont beaucoup contribué pour le développement de leur pays. Et servir de modèle à cette jeune génération dans un pays en pleine mutation, parce que véritablement il y a des choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Cette dame symbolise la persévérance. Vous l'avez remarqué, malgré son âge, elle continue de produire de façon intellectuelle, avec une rigueur qui sied. C'est une dame aussi qui nous rappelle le rapport que nous devrions avoir avec le travail, la mystique du travail que nous devrions avoir. Bannir la facilité, se remettre en question pour faire partie des meilleurs. Et les symboles de vertu, de valeur. Justement, parce que dans ce monde mondialisé, globalisé, quand on est bon pour la rue. Il faut faire partie des meilleurs, il faut être excellent. Sinon, on n'a pas son nom au soleil.
Et c'est ça qu'elle symbolise. Je crois que on a besoin, le système éducatif sénégalais a besoin de faire connaître ces grandes dames, ces grands messieurs qui ont fait la fierté du Sénégal. Voilà de tels modèles dont on a besoin pour notre génération, pour véritablement l'aider à rester sur la droite ligne qui mènera au succès. Vraiment, c'est l'appel que je voudrais lancer. Il faut que nos jeunes s'inspirent de ces femmes et de ces hommes de vertu qui ont beaucoup donné à leur pays, mais malgré leur âge, continuent à le faire et de si belle manière. Le combat continue et il est noble. Effectivement. Voilà, Doyen Faye, Aminata Sow Fall, une grande dame pour le Sénégal. Une grande dame qui a beaucoup fait pour le Sénégal, une éducatrice dans l'âme, parce qu'il était avant tout professeur. Elle a formé des élites sénégalaises, elle a enseigné la vertu, la morale, et aussi elle a enseigné peut-être la valeur littéraire. Donc polygraphe, maintenant elle continue son enseignement à travers ses romans pour la société sénégalaise. Je crois que jusqu'à présent, elle est constante dans... Société qu'elle connaît très bien. Qu'elle connaît très bien. Et ce qui frappe chez Aminata Sow Fall, une intellectuelle de haut niveau qui maîtrise le français sur le bout des doigts, mais qui est aussi une femme intégrée dans le Sénégal, dans les valeurs traditionnelles du Sénégal. À la voir, on penserait qu'elle n'a pas fait les écoles, qu'elle n'a pas fait les bancs, mais je crois que c'est cette humilité qui force l'admiration chez Aminata Sow Fall. C'est l'ouverture et l'enracinement, comme disait Senghor. Donc tout ce que je peux dire, c'est que chapeau bas, madame, et que votre plume continue encore de nous donner beaucoup de plaisir. Monsieur Diouf, pour terminer. Et oui, très séduit, et pas aujourd'hui seulement, et depuis longtemps. Et surtout la dernière phrase. Comment se forger? Toujours dire que d'abord la volonté et l'intégrité. Et elle est, comme on a dit tout à l'heure, un modèle. Et c'est des émissions du genre que j'aurais bien aimé avoir des médias qui choisissent des modèles comme ça, qui communiquent et qui communiquent suffisamment pour qu'on découvre, nos enfants découvrent et apprennent à travers ces modestes mais éminentes personnalités. Nos richesses. Une immortelle, Aminata Sow Fall. Et il y en a encore qu'il faudrait montrer. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Aminata Sow Fall, la plus grande romancière africaine, pour reprendre Alain Mabankou. Merci beaucoup, merci à vous, chers invités. Ce fut un plaisir. J'aurais bien aimé continuer à échanger avec vous, mais c'est fini. Le temps qui nous était imparti est fini. Peut-être nous donnons rendez-vous, Monsieur Ba, demain, ici même, disons dans quelques heures, pour la grande cérémonie du concours général. Le Sénégal va célébrer ses leaders, ses champions. C'est fierté. Le Sénégal va célébrer solennellement les lauréats du concours général le jeudi 20 juillet, ici au Centre international de conférence Abdou Diouf, sous la présidence du chef de l'État. Et je voulais terminer par remercier tout le monde. Mes remerciements à l'inspection générale de l'éducation et de la formation, à l'office du baccalauréat, qui ont travaillé dans l'ombre. Parce que depuis la conception des épreuves jusqu'à la délibération, personne ne les a entendus. Nous sommes arrivés à ce jour-là grâce à eux. Remercier également les inspecteurs d'académie, parce que les lauréats viennent de leurs établissements. Et ils se sont impliqués dans le choix du thème de cette année. Enfin, remercier les partenaires. C'est tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite, en donnant des lots, en donnant des prix, en donnant des bourses, en donnant des ordinateurs, etc. Vraiment, tous mes remerciements et mes félicitations à l'ensemble des lauréats et à leurs professeurs et à leur équipe pédagogique.
Voilà, merci à vous, merci aussi chers téléspectateurs, merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce plateau spécial consacré au concours général et aussi ce soir une pensée pieuse à un enfant de troupe Gros Bébé pour le Prytanée militaire. Vous êtes devenu un grand combattant pour le Sénégal. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là, reposez en paix. Vous n'êtes plus là, Yann est là. La bonne eau continue à jaillir à la bonne source. Reposez en paix. Cheikh Mbengue, merci à vous. Merci chers téléspectateurs.